Bonjour Irvod Dagani Hazar. Bonjour. Est-ce que, comme le dit Benjamin Netanyahou, l'Iran est affaibli ou comme le dit l'ambassadeur d'Israël en France, le régime des Mollahs est enterré? Question difficile pour commencer. Vu de l'extérieur, pour moi, le régime s'est endurci vis-à-vis de la population. Est certainement affaibli vis-à-vis de l'extérieur, dans le sens, mais il a modifié, il a muté. On est passé d'une théocratie à une dictature militaire, je pense, aujourd'hui. Donc, et avec une pression encore plus forte sur la population, puisqu'ils ont, je pense, compris qu'ils jouaient peut-être leur dernière carte, qui est la terreur, et ils la jouent aussi bien dans le détroit que vis-à-vis de la population de l'intérieur, que vis-à-vis y compris, on voit dans leurs négociations vis-à-vis de tous les pays. On vit aujourd'hui une période où il y a plein de victimes, plusieurs victimes, et l'un des victimes les plus significatifs et qu'on devrait tous regarder, l'une des victimes les plus significatives qu'on devrait tous regarder, c'est le régime du droit international et de la situation internationale qui devait, post-Seconde Guerre mondiale, protéger les populations civiles des exactions, des idéologies les plus terribles, et qui aujourd'hui baisse pavillon devant l'économie et devant les intérêts économiques individuels. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des Iraniens depuis le cessez-le-feu? J'ai eu un contact qui m'a marqué, j'ai eu plusieurs contacts, mais j'ai eu un contact qui m'a marqué. Immédiatement après ce qu'on appelle le cessez-le-feu, mais j'entends des militaires qui nous expliquent qu'un cessez-le-feu, ça peut prendre plusieurs... C'est pas un instantané, c'est qu'on peut dire entre le moment où ça commence et le moment où c'est effectif. C'était juste écrit « so what ». Tout ça, pourquoi? Et c'est vraiment, je pense, l'état d'esprit de la population aujourd'hui, c'est pourquoi tout ça. Alors, est-ce que justement, ils se sentent trahis par ce cessez-le-feu? Je n'ai pas eu ce genre de discussion. Moi, je me sens personnellement trahi par des promesses non tenues, notamment de justice transitionnelle, justement de se libérer la population. Pensez vraiment que Donald Trump pourrait donner suite ou soutenir des initiatives de justice transitionnelle? Non. Mais la promesse n'était pas que de Donald Trump. C'est pour ça que je vous parlais du droit international. Je me sens trahi par des textes, moi je suis avocat, par l'application de règles, et que cette séquence nous a bien montré que ces règles sont abandonnées. Donc Donald Trump, s'il faisait ça pour la population, s'il a fait ça pour la population, non, je ne le crois pas, mais s'il avait eu l'opportunité en même temps d'avoir une bonne image en faisant une bonne action, je pense qu'il ne s'en serait pas privé. Est-ce que le régime, et ce nouveau régime de dictature militaire, de dictature pasdaran, sort renforcé de ces 5 semaines et demie de guerre? On sait qu'il y avait beaucoup de frictions déjà au sein du régime, parce que tout le monde savait qu'il allait y avoir un remplacement à faire à la tête du régime. Khomeini lui-même ne voulait pas particulièrement mettre son fils, qui n'a vraiment Khamenei. Oui, alors Khomeini et Khamenei, si vous voulez, mais Khomeini ne voulait pas mettre son fils, ça veut dire l'ancien guide, particulièrement parce qu'il a jamais vraiment brillé. C'est pas une haute autorité religieuse, si vous voulez. Je pense que ce jeu de, je ne sais pas comment on va appeler ça, de massacre individuellement, a laissé la place aux pires, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas prendre la place parce qu'il y avait malgré tout un conflit interne, et que les pires, c'est-à-dire les plus grands bourreaux, les plus grands bandits, je vais le dire, parce que c'est beaucoup de corruption, c'est beaucoup de narcos, on a vu aussi, c'est beaucoup de choses, ont pris le pouvoir aujourd'hui. Et pour eux, la relation à... C'est pas un régime, si vous voulez. Pour eux, leur objectif d'installer sur un territoire une force d'expansion pour une idéologie de djihad, ce qui est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire c'est les plus durs de la Constitution, c'est les plus durs de l'idéologie, même si eux-mêmes ne sont pas idéologisés, ils sont l'idéologie de la guerre et de la haine. Ça, et ils ont une haine envers nous, l'Occident, nos valeurs, et ils veulent nous le faire payer. Est-ce qu'ils sortent renforcés du cessez-le-feu? Ah oui, clairement. La négociation telle qu'elle se présente ici. Ils ont quand même trouvé qu'ils avaient un va-tout extraordinaire, c'est le détroit.
pour lequel, encore une fois, je vous dis, celui qui affaiblit, c'est le droit. On essaye de créer du sur-mesure, une sorte de dérogation au droit international maritime pour eux, pour ne pas aller devoir payer des conséquences des bombardements. On va dire, prenez votre dîme. Vous voyez, c'est cet équilibre-là qui a bougé. Ils sont renforcés dans la négo, mais je pense que, quoi qu'il arrive, ce régime, il est tombé. Pour moi, il ne pourra pas durer. Il a duré 47 ans, mais le temps est long, vous savez. Et vous ne pensez pas que, justement, est en train de se produire en ce moment un phénomène, c'est que... Alors, c'est la question, est-ce que les persécutions redoublent? Et est-ce qu'elles ne redoublent pas sous l'effet de dire, comme c'est la guerre, on restreint encore plus les libertés et la loi des suspects est en train de régner à Téhéran et en Iran, en disant tous ceux qui refusent, tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui ne sont pas dociles, eh bien, sont susceptibles d'être des traîtres et d'être du côté de ceux qui bombardent. Alors ça ne s'est jamais arrêté, la persécution de la population, les répressions. Pendant que les gens se prenaient des bombes, eux, ils arrivaient à la maison, ils tapaient à la porte, ils prenaient les gens, ils partaient. C'est comme ça que ça se passe. C'est passé comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment la terreur ne s'est jamais arrêtée. Là, elle a repris. Et d'ailleurs, on a le responsable de la justice. Je ne sais même pas. Je n'ai pas envie de donner des titres honorifiques à des personnes qui aujourd'hui, avec un parallélisme par rapport à nous, si vous voulez, a demandé aux tribunaux d'être encore plus durs et d'augmenter et rendre plus rapides les exécutions. Donc ça ne s'est pas arrêté. Et non seulement, j'essaie d'aller au bout d'une idée que j'essayais de vous donner tout à l'heure, c'est que les gens les plus durs, peut-être qu'ils ont... Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de défections. Il y a une vraie difficulté parce que la population aujourd'hui a un ras-le-bol collectif qu'il a fait voir au mois de janvier, et donc ces grands massacres pendant 2 jours. Et aujourd'hui, ils ont même été chercher, donc les gardiens de la Révolution ont même été chercher dans d'autres pays des forces supplétives pour venir aggraver la répression. Alors, je ne vous dirai pas aujourd'hui que j'ai l'information et que je suis à 100% certain que c'est parce que, y compris parmi eux, il y a des défections et des gens qui refusent de tuer sur leur famille. Vous posez la question. Mais je m'interroge, pourquoi est-ce qu'un pays en guerre irait chercher des forces supplétives pour venir à l'intérieur faire la répression à la place de leur propre personnel contre la population? Est-ce que justement, c'est pas une réaffectation du personnel? Dans ce cas-là, on utilise le personnel de répression pour faire la guerre et on va en chercher un autre pour justement faire ce... Je ne crois pas. Et puis, il y a quand même deuxième élément. Ils ont réouvert, ils ont élargi jusqu'à 12 ans le recrutement pour la répression. Donc je pense que, comme je vous le disais, le régime est très... D'élargir jusqu'à 12 ans Aujourd'hui, ils ont ouvert le recrutement des enfants soldats à partir de l'âge de 12 ans. De l'âge de 12 ans. Est-ce que vous attendez quelque chose quand même des négociations qui s'ouvrent à Islamabad? Je peux vous donner la version naïve. Donnez votre version, la version que vous voulez. Vous avez le droit de me dire la vérité. Non, sincèrement, j'attends pas grand-chose. J'attends pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous avez les personnes qui sont en train de négocier. C'est ce que j'essaie de vous dire. Le régime est déstabilisé. Ils sont en train d'essayer de se créer un nouveau système. Donc, ils vont promettre... Gagner du temps. Gagner du temps, promettre la Lune pour pouvoir... gagner l'emprise qu'ils ont. C'est une force d'occupation pour moi en Iran. Et les gens les vivent comme ça. C'est pour ça que pendant les bombardements, tout le monde était étonné que les informations que nous avions, c'était OK, les gens sont tristes, mais ils ont aussi un espoir. Aujourd'hui, non seulement ils sont tristes parce que le pays a été détruit, en partie, mais en plus, ils n'ont plus d'espoir. Tout de suite, ils ont une déception. Donc, la situation, c'est que... ils savent très bien, ceux qui vont négocier, qu'ils n'ont plus d'autorité en intérieur et qu'il n'y a que la répression. Mais ça ne peut pas durer toujours. Ça s'arrêtera à un moment ou à un autre et la population va se soulever. Ce régime, il n'y croit pas. Il n'y croit plus et ils ont, vu le nombre de morts, ils ont envie de le renverser. Est-ce que vous n'exprimez pas plutôt un désir plutôt qu'une réalité qui, pour l'instant, tente à montrer qu'il y a une population qui est trop sous les bombes pour pouvoir se révolter, ou bien peut-être tenté de faire corps
avec un régime certes détesté, mais qui reste un régime national. Ce que je disais l'autre jour, c'est que, ok, on va dire, il y a 10% de la population qui est pro-régime encore, qui est pour les gardiens de la Révolution. Parce que je dis plus pro-régime, mais pour les gardiens de la Révolution, parce que pour moi, aujourd'hui, le régime s'arrête aux gardiens de la Révolution, en réalité. 10%, c'est 9 millions. C'est énorme. Mais sur un pays de plus de 90 millions, à un moment donné, il faut se poser la question. Et je ne crois pas que l'effet drapeau dont on parle souvent, c'est de dire le fait corps, je n'y crois pas une seconde et ça ne ressort d'aucun échange que j'ai pu avoir ou de personnes que je connais qui ont eu des échanges à l'intérieur. On a quand même beaucoup de gens qui sont sortis pendant cette période, qui sont sortis d'Iran pendant cette période et ils disent tous la même chose. C'était une fenêtre d'opportunité. Mais elle n'est pas fermée. La fenêtre d'opportunité n'est pas fermée selon vous. Souhaitez-vous toujours vraiment poursuivre des dirigeants iraniens pour crime? Oui, bien sûr. On va y travailler. Et puis, raison de plus, s'ils sont abandonnés, on a une responsabilité collective depuis 2005. On a la responsabilité de protéger les populations. Donc, à un moment donné, je souhaite non seulement faire en sorte qu'une juridiction d'exception puisse être créée, et je souhaite en plus que des pays qui n'assument pas la responsabilité de dire que notre responsabilité collective est de protéger la population civile, parce que le risque, c'est que cette idéologie a vocation à s'étendre. Elle vient chez nous, donc elle s'étend. Et donc, je souhaite aussi que toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, qu'on leur explique et qu'on arrive à leur faire comprendre que le fait de ne pas aider cette population, c'est quelque part ne pas être acteur du changement, c'est quelque part être complice de la situation. Mais est-ce que justement, Irwad Degani-Azar, il n'y a pas un effet pervers dans ces poursuites ou dans ces tentatives de poursuite, notamment de radicaliser les personnes qui sont poursuivies ou celles qui seraient susceptibles de l'être, et justement d'empêcher toute résolution? Souvent, on voit bien que les amnisties, pour dures qu'elles soient, mais permettent d'arrêter les conflits ou permettent d'arrêter un certain nombre de situations. Il existe des outils de transition. Dans ce cadre d'outils, on appelle ce qu'on appelle la période de transition. Il peut y avoir des périodes de pardon. Mais ça nécessite une perspective. Si demain, on est en train de dire il faut pardonner à ceux qui n'étaient pas ceux qui ont ordonné de commettre, mais ceux qui tenaient l'arme parce que c'était des subalternes, on aura cette discussion en droit. Ce n'est pas la première fois. Mais si on est en train de dire que parce qu'on essaye de faire appliquer le droit, ceux qui n'exécutent pas le droit, ils font encore pire. Et donc, la responsabilité, c'est ceux qui mettent en place le droit et qui veulent protéger la population. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je me porte vraiment en opposition par rapport à cette idée, parce que dans ces cas-là, c'est quoi l'alternative? C'est qu'on regarde en laissant passer les tueries de masse en disant c'est le monde qu'on veut, quelque part. Donc cet effet pervers, je ne crois pas. Je crois que l'effet pervers, c'est qu'on ne prenne pas le courage d'appliquer les textes qui nous permettent de le faire. Dans la nuit du 1er 2 avril, Nasrin Sotoudeh, dont j'ai l'honneur d'être le conseil, a été arrêté. Aujourd'hui même, là j'étais en train d'échanger avec sa fille, aujourd'hui même, on ne sait ni par qui, ni où. Donc l'effet pervers, c'est cette terreur qu'on laisse se perdurer avec quelqu'un qui a eu, par exemple, le prix Sakharov et dont le seul délit, c'est d'essayer de protéger la population devant les tribunaux. Donc son combat, c'est le combat du droit. Merci beaucoup, Irwad Degani-Azar. On va continuer justement à suivre ce dossier, parce que j'ai l'impression qu'on en est qu'à ses débuts, en tous les cas sur la question des poursuites. Et bien évidemment, on va continuer à suivre ces discussions à Islamabad, et vous reviendrez commenter justement ces prochains développements. Merci beaucoup d'avoir été